On se retrouve aujourd'hui pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon, bien que chargé, mais heureusement pour moi, c'est un week-end prolongé parce que demain, le mardi 23 juin, c'est férié au Luxembourg parce qu'il s'agit de la fête nationale. Et pour ne pas bouder mon plaisir, j'ai pris congé aujourd'hui et donc... Voilà, le week-end est extrêmement bien parce qu'il est prolongé. D'autant plus que aujourd'hui, je suis allée passer la journée à Metz et j'ai fait un petit peu de shopping, notamment en librairie. Voilà, donc j'avais un petit book haul à vous faire, mais je vous ai déjà présenté les livres que j'ai achetés et les autres petits goodies aussi parce qu'on a parlé nostalgie dans le précédent vlog. Donc voilà, je vous ai déjà parlé tout ça dans le précédent vlog. Donc du coup, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite bien évidemment à aller le voir. Je vous mettrai comme d'habitude dans le petit juste ici. Et franchement, allez le voir parce que si vous êtes nostalgique des années 2000, des goodies, un petit peu de papeterie qu'on s'échangeait dans les cours d'école, allez-y foncez parce que je vous parle d'une célèbre petite souris qui ne s'appelle pas Mickey. Donc voilà. Allez, je ne dis pas plus, et allez voir dans donc le précédent vlog, allez le voir si ce n'est pas encore fait. Sinon, moi, écoutez, je suis toujours dans ma lecture du tome 4 de la saga donc de la Demoiselle et le Mousquetaire, Cadavre et Contrariété de S.D. Fischer. Et j'aime toujours autant, j'ai lu le tome 3 il n'y a pas si longtemps que ça, et à la fin de ce tome 3, il se passe quelque chose. Et du coup, j'avais trop hâte, trop hâte de continuer la saga. Du coup, je l'ai commandé, je l'ai reçu et voilà, je suis en train de lire ce tome 4. Et donc, du coup, dans Cadavre et Contrariété, on va retrouver donc Jérôme de Foncon de Montessan, qui est comte et mousquetaire du roi et futur marquis, ainsi que Joséphine Galtier, qui est fille de médecin, qui est passionnée par la médecine et qui est également passionnée de résolution de crimes. Alors, suite aux péripéties du tome 3, ils vont toujours enquêter sur des meurtres, hein, parce qu'à chaque fois, voilà, il y a des meurtres qui surviennent, mais cette fois-ci, ils vont être un petit peu séparés parce que Jérôme va enquêter sur le meurtre d'un Parisien. Voilà, d'un Parisien plutôt pauvre, dont le corps a été retrouvé entièrement nu dans la Seine, sans blessure apparente, etc. Donc il y a beaucoup de mystères qui entourent la mort de cet indigent, si je puis dire. Et de son côté, Joséphine, elle, va enquêter sur le meurtre d'un membre du personnel de l'Hôtel-Dieu. Donc l'Hôtel-Dieu de Paris, c'est situé sur l'île de la Cité, et c'est un hôpital pour les pauvres qui est géré par des mères Augustines. Et Joséphine va travailler là de temps en temps, avec les sœurs de la charité ou quelque chose comme ça, enfin bref, mais étant donné qu'elle est passionnée de médecine, etc., voilà, sa place est toute faite à l'Hôtel-Dieu, et un membre du personnel va être assassiné, et Joséphine va du coup enquêter sur son meurtre. Bien évidemment, vous vous doutez bien que les deux histoires vont se rapprocher, et que, à nouveau, ils vont enquêter ensemble. Voilà, alors je vais pas en dire trop non plus parce qu'étant donné que c'est un tome 4, il y a eu des petits rebondissements, enfin voilà, parce que même si chaque tome a une histoire qui lui est propre, qui peut donc être lue individuellement, étant donné qu'on retrouve toujours les mêmes personnages, forcément ils évoluent, il se passe des choses, et donc du coup je reste volontairement mystérieuse pour ne pas vous spoiler si vous aussi vous désirez découvrir cette saga. J'ai lu donc 195 pages sur 313. C'est ça, et franchement, j'aime énormément, hein. Cette saga, ça fait partie maintenant de mes sagas chouchou. J'aime tout dans cette saga. J'aime bien l'époque dans laquelle elle prend place, donc on est sous le règne de Louis XIV, donc entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. On va suivre donc Joséphine qui est fille de médecin et qui fait partie de la bourgeoisie, avec Jérôme qui lui est donc un comte, un mousquetaire du roi, futur marquis qui fait donc partie de la noblesse. Il y a de l'aventure, on est un peu dans un roman qui est un petit peu vibe KPDP comme ça de temps en temps, c'est trop bien. Il y a bien évidemment du mystère vu qu'il y a à chaque fois des meurtres et donc il faut résoudre ces meurtres. Il y a une pointe de romance parce que bien évidemment Jérôme et Joséphine se détestent, mais il y a un petit slow burn entre les deux et donc leur évolution... romantique plutôt, évolue entre les deux, donc il y a vraiment une pointe de romance qui se développe au fur et à mesure des tomes, et il y a également une vibe à la Agatha Christie, parce qu'à chaque fois en tout cas dans les 3 premiers tomes que j'ai lus,
à chaque fois, le dénouement final, c'est Joséphine et Jérôme qui rassemblent tous les suspects et Joséphine fait part de sa théorie, de ses réflexions, des indices qu'elle a collectés, des choses auxquelles elle a réfléchi pour arriver à l'identité du coupable et c'est comme ça qu'elle le démasque et puis voilà. Donc j'aime vraiment beaucoup tout ce qui fait cette histoire et ce que j'aime aussi énormément c'est la plume de S.D. Fisher. Je la trouve extrêmement agréable, extrêmement fluide. C'est vraiment une plume, on est bien dès qu'on lit un livre de S.D. Fisher. En plus elle est également un petit peu teintée d'humour. J'aime bien la manière dont elle décrit ses personnages. Il y a souvent les personnes qui gravitent autour de Joséphine et Jérôme sont parfois un petit peu caricaturaux, mais je trouve ça fait un petit peu le côté burlesque et c'est totalement cohérent par rapport à son histoire. Voilà, à son univers en fait et à l'ambiance qu'elle met dans ses romans. Donc ça j'aime énormément. Et en plus, à chaque fois, je trouve que les enquêtes, elles sont vraiment bien menées. Il y a parfois quelques petites longueurs, mais c'est pas vraiment dérangeant. C'est juste, voilà, les personnages qui parfois discutent entre eux, qui mènent véritablement une vraie enquête, donc ils s'interrogent sur plein de choses. Donc parfois, oui, c'est un petit peu tiré en longueur, mais je trouve que c'est tellement bien écrit et les personnages sont tellement attachants. On a envie de les suivre, on a envie de continuer leur histoire, donc franchement en tout cas moi dès que j'ouvre un livre de S.D. Fisher, surtout la saga La Demoiselle et les Mousquetaires, je suis prise dedans quoi, je suis véritablement emportée et c'est toujours avec plaisir que je suis les aventures de ces deux personnages que j'aime vraiment beaucoup. Franchement je me suis énormément attachée à eux et j'ai hâte de continuer cette aventure, d'avoir le fin mot de l'histoire par rapport déjà à la résolution des meurtres. Alors j'ai pas d'idée cette fois-ci quant à l'identité du coupable ni quant aux motivations. Pour l'instant vraiment j'ai aucune idée. Alors à chaque fois les coupables font partie d'une liste quand même assez restreinte, donc on ne va pas, l'autrice ne va pas sortir de son chapeau un coupable complètement lambda. À chaque fois, c'est toujours dans les personnages que l'on suit dans l'histoire. Mais là, alors oui, bien évidemment, j'ai quelques petites idées parce que voilà, la liste est assez restreinte, mais j'arrive pas à mettre le doigt véritablement sur, voilà, je suis sûre c'est ce coupable. Pour l'instant, je ne l'ai pas deviné. J'ai pas deviné non plus ses motivations, c'est assez obscur. Je me pose plein de questions. Je sais pas du tout pourquoi est-ce que ces personnes ont été tuées. En revanche, je pense que je sais comment, notamment pour la personne qui a été tuée dans l'Hôtel Dieu. Là, je pense que j'ai senti quelque chose. Voilà. Je pense qu'au niveau du modus operandi, j'ai repéré quelque chose. J'espère avoir raison, parce que c'est une manière de tuer quelqu'un qui je trouve est hyper ingénieuse et j'espère du coup que voilà, ça va aller là-dedans. Mais sinon pour le reste je n'ai vraiment aucune idée, donc je me laisse totalement porter par l'histoire. Et également j'ai hâte de continuer ce bouquin parce que bien évidemment j'ai envie de continuer la relation entre Jérôme et Joséphine, voilà, parce qu'il y a un petit slow burn entre les deux et c'est pas piqué des hannetons, hein. Oh j'aime bien, j'aime beaucoup et donc du coup j'ai hâte de les suivre et j'ai hâte de suivre leur relation et de voir ce qui va advenir de mes deux gens là, comme on dit chez moi en tournésien. Voilà, écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire de plus en ce début de vlog, donc du coup je vous dis à plus tard. Hello, on se retrouve, on est le jeudi 25 juin, c'est l'anniversaire de mon petit Yumi adoré, il a 6 ans aujourd'hui, mon petit chaton, mon petit bébé à moi. Voilà pour la petite information, je suis trop contente, il va avoir droit à son petit cadeau. On a été lui chercher de la petite nourriture, de la bonne petite pâtée que l'on va lui donner tout à l'heure, voilà, pour fêter ça avec lui. Sinon, à part l'anniversaire de mon chat, je reprends la caméra pour vous faire un petit update lecture parce que j'ai terminé. J'ai terminé le tome 4 de La Demoiselle et le Mousquetaire, Cadavre et Contrariété. Donc je l'ai terminé le jour de la fête nationale au Luxembourg, donc le 23 juin, donc c'était mardi. Voilà, je suis véritablement contente d'avoir terminé cette histoire parce que voilà, j'en ai déjà parlé, mais j'aime beaucoup cette saga de Cozy Mystery. J'avais hâte d'avancer dans l'enquête, j'avais hâte de connaître l'identité du coupable. Et honnêtement, alors si son identité ne me surprend pas à 100%, parce qu'on a quand même, à chaque fois dans La Demoiselle et le Mousquetaire, quand même des suspects, un nombre de suspects assez restreint. Donc du coup,
c'est pas quelqu'un qui va sortir du chapeau de l'autrice, quoi. Donc on sait très bien qui peut être le potentiel meurtrier. Mais malgré tout, voilà, j'avais pas encore trop mon avis sur le sujet. Je savais pas encore trop qui était le meurtrier. Et j'avoue, j'ai pas été chercher très très loin. Je me suis laissée porter par l'intrigue. Et donc du coup, j'ai été quand même relativement relativement plutôt surprise de l'identité du coupable. J'ai également été satisfaite de toutes les informations. Enfin, je trouve que c'est extrêmement cohérent. Et aussi, là où j'ai été surprise, c'est que j'ai été un petit peu menée en bateau cette fois-ci par cette enquête parce que je pensais donc le mode opératoire, donc comment le meurtre a été effectué, ça c'est bon, je l'avais deviné, voilà, on ne me l'a fait pas à moi, mon nez de fin limier avait deviné les petites choses qui étaient, sous ce meurtre, mais en revanche c'est vrai qu'il y avait quand même une fausse piste concernant, on va dire, le pourquoi du meurtre. Et je me suis complètement laissée porter par cette fausse piste. Je pensais véritablement avoir raison. Enfin voilà, tout ce que je pensais autour du pourquoi du pourquoi, je pensais que c'était vrai. Et en fait, je trouve que à la fin de ce roman, il y a tout un retournement de situation où en fait on pensait A, mais ce n'était pas du tout A, c'était véritablement une fausse piste et la réalité c'est B. Et ça j'ai trouvé génial parce que jusqu'à la fin j'ai été un petit peu menée en bateau et ça m'a du coup totalement surprise, l'identité du coupable, etc. Voilà, donc franchement une très très bonne lecture. J'ai aussi beaucoup aimé la fin, mais à la fois je ne l'ai pas trop... Enfin, je la trouve un petit peu incompréhensible. Alors, j'ai décidé de vous en parler ici un petit peu plus, donc du coup je vais spoiler. Donc si vous ne voulez pas connaître donc les événements qui se passent dans le tome 3 et connaître la fin de ce tome 4, je vous invite à aller à ce timecode. Ainsi, voilà, vous allez, comment dire... vous allez passer le spoil, mais je trouve que pour vraiment vous donner mon avis et expliquer pourquoi cette fin m'a un tout petit peu chiffonné, bien que je sois trop contente de ce dernier chapitre, parce que ce dernier chapitre est juste incroyable et j'ai envie de dire enfin, mais mine de rien, il y a quelque chose qui m'a chiffonné et voilà. Donc je me suis dit que j'allais vous spoiler et normalement tout ce petit blabla était pour gagner un petit peu de temps. Donc si ce n'est pas encore fait, passez à ce timecode. Sinon, si vous restez là, c'est que ça ne vous dérange pas de connaître quelques petits éléments sur ce qui se passe dans la saga La Demoiselle et le Mousquetaire. Donc dans le tome 3, donc, qui s'intitule Châtiment Céleste, on va avoir un rapprochement entre Jérôme et entre Joséphine. Ils vont s'embrasser, voilà, et ils vont se rendre compte qu'en fait, ils ont véritablement des sentiments l'un envers l'autre. Et à la fin du tome 3, on va avoir deux éléments perturbateurs. On va avoir d'un côté la maman de Jérôme, donc la marquise, qui va aller voir Joséphine et qui va lui demander d'arrêter d'aguicher, de donner espoir, etc. à son fils, parce qu'en fait, elle est de basse extraction, parce que Joséphine est fille de médecin, elle ne fait pas partie de la noblesse. C'est une bourgeoise, certes, mais ce n'est pas une noble. Or, son fils va être marquis plus tard. Marquis, c'est assez high dans la société, hein. Au-dessus du marquis, je pense qu'il n'y a que le duc, et après c'est le roi, vous voyez, dans la hiérarchie des titres de noblesse. Le marquis est quand même assez haut placé, et donc du coup, forcément, la maman de Jérôme n'a pas forcément envie que son fils, qui va être marquis, et qui est en plus issu d'une très 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 grande lignée et très ancienne lignée de nobles, il n'a pas trop envie que il épouse une roturière, hein, voilà. Et donc du coup, elle va lui demander de prendre ses distances avec Jérôme et de ne certainement pas, de ne pas continuer à attiser ses sentiments. Et voilà, donc elle demande à Joséphine d'arrêter. Et en parallèle, on a également le père de Joséphine, donc le docteur Galtier, qui va aller voir Jérôme et qui va lui demander d'arrêter de fréquenter sa fille parce qu'en fait, le docteur a l'impression que sa fille fait tout pour impressionner Jérôme et donc à chaque fois qu'elle le croise, elle veut l'impressionner et donc à chaque fois elle se met en danger. Et ce père a vraiment peur pour sa fille parce que voilà, il n'a pas envie qu'il lui arrive quelque chose de dramatique, il n'a pas envie qu'elle soit tuée ou qu'elle décède, parce qu'elle fait des choses un petit peu stupides. Et le docteur Galtier pense que c'est pour impressionner Jérôme, alors que pas du tout, c'est le tempérament complètement tempétueux de Joséphine, mais bon voilà.
Donc du coup, on a le père de Joséphine qui va également voir Jérôme pour lui demander de rester à l'écart de sa fille. Et en fait, Jérôme voulait aller voir le papa de Joséphine pour lui demander en gros la main de la demoiselle et le convaincre, voilà. Mais voilà, Monsieur Galtier ne se laisse pas faire. Et donc on termine à la fin de ce tome 3 sur nos deux protagonistes, Jérôme et Joséphine, qui ont tous les deux le cœur brisé parce que la famille de l'autre demande qu'ils arrêtent leur petite relation pour deux motifs complètement différents. Mais voilà, il y a quand même, ils ont quand même des bâtons dans les roues dans leur relation, quoi. Donc on démarre ce tome 4 avec Jérôme de son côté et Joséphine de l'autre, qui du coup, Jérôme ne donne plus de nouvelles à Joséphine. Joséphine, elle se vexe un petit peu, mais en même temps, elle se dit, il y a la marquise qui m'a demandé d'arrêter de voir Jérôme, donc en même temps, enfin voilà. Donc elle est un petit peu elle en veut à Jérôme de ne pas prendre contact avec elle, et elle n'ose pas prendre contact avec Jérôme parce que la marquise lui a interdit. Donc voilà. Et puis Jérôme, lui, de son côté, il va essayer de tout faire pour gagner le cœur du père de Joséphine, et donc il se présente tous les matins à son cabinet de médecine pour inventer je ne sais quel mot pour essayer de le convaincre que c'est quelqu'un de totalement de bien en réalité, et qu'il est véritablement fou amoureux de Joséphine et qu'il aimerait bien l'épouser, et que hors de question de la mettre en danger. Enfin voilà, donc du coup on a ces deux... ces deux personnages qui agissent comme ça, et puis cette enquête va les réunir, et on va encore une fois avoir du je t'aime moi non plus, parce que forcément ils s'aiment, mais en même temps Joséphine, vu ce que la marquise lui a dit, et Jérôme, vu ce que le papa lui a dit, enfin voilà, ils ne veulent pas... Voilà, ils continuent leur relation chien et chat, d'autant plus que Joséphine mène encore une fois l'enquête alors que son père lui a interdit, et bien évidemment, à la fin de cette enquête, Joséphine va se mettre en danger, et donc, en fait, quand elle a découvert l'identité du meurtrier, celui-ci l'a poussée à travers la fenêtre de l'hôtel-dieu qui était grande ouverte, et l'hôtel-dieu est au bord de Seine, donc Joséphine est tombée dans la Seine, et avec les robes d'époque, les jupons, etc., elle est attirée dans l'eau. C'est Jérôme qui la sauve de la noyade, et une amie à Joséphine donc la prend en carrosse avec Jérôme, etc., et la ramène chez elle. Et quand le père Galtier voit sa fille complètement trempée, complètement boueuse de l'eau de la Seine, et qu'il apprend ce qui s'est passé, qu'elle a de nouveau enquêté sur un meurtre et qu'elle s'est mise en danger, il va s'énerver contre Jérôme, sauf que Jérôme va un petit peu essayer de se défendre, et Joséphine de l'autre côté va dire pareil, donc Jérôme va se défendre en disant mais non, c'est pas de ma faute, patati patata, et Joséphine, elle va en avoir marre d'entendre son père et celui qu'elle aime, et Jérôme, se disputer, et elle va craquer, et elle va annoncer à tout le monde que la marquise a dit que de toute manière elle n'était pas assez bien pour la main de Jérôme. Et là, il y a le père Galtier, il va péter un plomb, il va dire « Quoi ? Comment ça, ma fille, la marquise, ne te trouve pas assez bien pour lui ? Jérôme, vous aimez toujours ma fille ? Oui. Vous voulez toujours l'épouser ? Oui. Ok, alors, je vous donne la main de ma fille et je vous autorise à vous marier. » Et voilà comment termine ce tome 4. Alors moi, personnellement, je suis trop contente parce qu'on va avoir du coup dans le prochain tome une réelle avancée dans la romance. Et même là, à la fin de ce livre, il y a une réelle avancée dans la romance. On va arrêter d'être entre chien et chat, de je t'aime moi non plus, etc. Mais je trouve que le changement de mentalité, le changement de comportement en fait du père Galtier en une page et demie, tout ça parce qu'il apprend que la marquise ne trouve pas sa fille assez bien pour Jérôme, il oublie totalement les reproches en fait qu'il lui faisait, et en 2 secondes comme ça, il change d'idée et il autorise Jérôme à demander la main de sa fille, et il se fiance en fait un petit peu comme ça devant témoins. Donc, je sais pas, je trouve que ça bizarre, je trouve ça un petit peu rapide, et du coup, quand j'ai refermé ce roman, j'étais hyper contente, hyper excitée, un petit peu, vous voyez, la fangirl numéro 1 de ce couple qui est, enfin ravie, tu vois. Mais, d'un autre côté, je me suis dit, trop rapide changement de mentalité, trop rapide changement d'avis, etc. Et du coup, je ne suis pas satisfaite de la manière dont les deux, Joséphine et Jérôme, se sont fiancés. Voilà, fin du spoil ici, mais en tout cas, j'ai passé un excellent moment lecture. J'ai hâte de continuer la saga, j'ai hâte de continuer avec le tome 5. Je ne vais pas le lire pour l'instant parce que j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de lire de la fantaisie. On va en parler tout de suite. Mais en tout cas, encore une fois, je trouve un super roman signé S.D. Fischer.
l'histoire est chouette, le meurtre est franchement bien mis en place, c'est très satisfaisant, enfin voilà, tout est bien organisé, tout est bien orchestré, j'aime bien les personnages, j'aime bien l'univers, enfin bref, encore une fois, ça a été une super lecture et j'ai passé un très très bon moment avec ce 4e tome de la saga La Demoiselle et le Mousquetaire, Cadavre et Contrariété de S.D. Fischer. Voilà, donc mardi, j'ai terminé ce livre et je vous en avais parlé, début de semaine. J'avais fortement envie de me plonger dans des romans de fantasy, donc j'ai été faire du shopping lundi et j'ai du coup commencé mardi Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, voilà, qui est donc plus connue sous le nom ACOTAR, donc A Court of Thorn and Roses, je ne sais plus trop le nom en anglais, mais voilà, ça fait partie d'une saga. Attendez, oui, 20% de batterie. Je vais me dépêcher avant que mon téléphone ne tombe à court de batterie. Mais voilà, donc une saga assez connue, en tout cas sur Instagram, j'en avais énormément entendu parler et j'ai décidé de commencer ce livre. Donc dans ce livre, on va suivre Fer, qui est une humaine et en fait elle vit dans un monde où il y a un mur qui divise le monde en deux, avec le pays des immortels au-dessus et le pays des mortels en dessous. Et en fait, les immortels et les mortels se sont fait à un moment la guerre, puis ensuite ils ont signé un traité et chacun vive de leur côté. Les immortels, ce sont des créatures qui sont extrêmement fortes, extrêmement puissantes et qui peuvent détruire les humains comme ils veulent. Et donc voilà, donc Fer, elle habite dans un petit village juste à côté de la frontière. Elle a extrêmement peur à chaque fois de croiser un immortel, mais elle est bien obligée d'aller se perdre en forêt et de chasser et donc de se retrouver seule comme ça dans des environnements un petit peu glauques, parce qu'en fait, sa famille est extrêmement pauvre. Donc sa famille est composée de son père et de ses deux sœurs plus âgées. Et en fait, c'est la seule qui sait chasser et donc c'est la seule à pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Et donc à chaque fois, elle part chasser en forêt, elle tue des animaux et c'est elle qui ramène de la viande à sa famille pour qu'ils puissent manger. Là, ils sont un petit peu ric-rac au niveau nourriture. Fer, elle a extrêmement faim, donc on la découvre en pleine partie de chasse. Elle veut chasser une biche, mais tout d'un coup, il y a un loup qui apparaît. Elle tue ce loup, elle lui enlève sa fourrure, elle vend la fourrure au marché, tout ça, bref. Et on apprend plus tard qu'en réalité, ce loup, c'était ce qu'on appelle un fae. Donc c'est une créature un peu comme les elfes, mais genre beaucoup plus puissants, qui sont beaucoup plus rapides, qui ont une force surhumaine, qui ont également des pouvoirs magiques, etc. dont le fait de se transformer en animal. Et en fait, le traité qui avait été passé entre les humains et les immortels interdisent les humains de tuer les immortels, et si jamais ça arrive, à ce moment-là, un immortel proche de celui qui est décédé peut demander à l'humain de venir avec lui dans le monde des immortels, dans le royaume de Prythian. Voilà, je pense que c'est un royaume, je sais plus trop, mais du coup dans le monde de Prythian, qui est le monde des immortels. Et bien évidemment, donc le loup que a tué Fer, c'est un grand fae, et donc il y a un proche de ce loup qui vient chercher Fer dans sa maison et qui l'emmène avec lui à Prythian. Donc Fer, elle a tellement entendu des histoires atroces sur les immortels, elle imagine qu'elle va devenir esclave, qu'on va la torturer, qu'elle va vivre l'enfer, sauf qu'en réalité, la personne qui l'enlève, c'est un grand seigneur fae qui s'appelle Tamlin. Alors, on ne sait pas trop qui il est, on sait juste qu'il est un peu grand seigneur. Et en fait, il l'emmène dans son château et il lui fait vivre la vie de princesse. Donc, c'est-à-dire que elle vit librement, elle peut aller où elle veut, elle est vêtue des plus beaux habits, elle a des servantes à son service, elle mange à la table du grand seigneur et de son ami. Et en fait, elle vit sa best life. Enfin, voilà, elle est captive, mais elle peut faire quand même ce qu'elle veut. Voilà, donc en réalité, elle est prisonnière sans vraiment l'être. Et voilà, donc elle passe ses journées, bon, déjà à se plaindre de Tamlin, de la personne qui l'a enlevée, tout ça, à vouloir repartir chez elle. Enfin bref, elle est un peu chiante à suivre, Fer, mais en gros, elle est même pas retenue captive, en fait, juste Tamlin l'a amenée dans son monde et elle vit une véritable vie de princesse. Voilà. Alors, on comprend qu'il se passe quelque chose de pas très catholique. Pas vraiment, mais il se passe quelque chose d'un peu chelou dans le monde des immortels.
On ne sait pas encore trop quoi, c'est assez nébuleux, on suit principalement Fer et donc le récit est en jeu, donc on suit ses pensées, mais on comprend que les personnes qui l'entourent, que ce soit les serviteurs ou alors Tamlin ou son copain Lucien, ils lui cachent des choses. On sent qu'il y a quelque chose de pas très net là-dessous. Moi je suppose, enfin je fais aller ma cervelle et je comprends très vite que le monde de Tamlin, ou en tout cas son royaume, etc., est frappé d'une malédiction, et sans doute Fer est la seule à pouvoir défaire cette malédiction, un petit peu style Belle et la Bête vibe, quoi. Sauf que la bête en question... Alors... Bon... J'ai du mal avec ce livre, hein, clairement. Je pense que ça se voit... Enfin, je sais pas, mais bref, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce bouquin. Je trouve que ça tourne en rond. Fer, je la trouve hyper insupportable. Et alors, c'est d'un cliché, parce que du coup, je vous dis, c'est un petit peu style La Bête et la Bête vibe, sauf que, donc Tamlin, qui est censée être la bête, hein, bien évidemment, je vous le donne en mille, il n'a rien de monstrueux, hein, à part qu'il a un masque qu'il ne peut plus enlever parce qu'on apprend qu'il a été, oui, maudit en fait. À part ça, à part ce masque qu'il ne peut plus enlever, elle le déteste, hein, Fer. Elle n'arrête pas de le détester, mais quand même, elle trouve que sa mâchoire est bien pointue, elle trouve qu'elle a un beau nez, bien évidemment, il est grand, musclé et bien fort, il a des beaux yeux, enfin, il n'a rien d'une bête, quoi. Hein, donc c'est véritablement le cliché de celui qui enlève une nana. Techniquement, La Belle et la Bête, ça a une belle morale derrière, c'est que c'est pas l'apparence qui fait tout et c'est la beauté intérieure qui compte. Là, on n'y est pas du tout. La Bête, alors oui, Tamlin se transforme en monstre, mais quand il est sous sa forme humaine, c'est quelqu'un, somme toute, de très très loin d'être monstrueux, quoi. Donc voilà. Bref. Et là où j'en suis, donc voilà un petit peu pour le résumé, et là où j'en suis, donc j'ai lu 152 pages, je suis au chapitre 13, donc 152 pages sur 522, voilà, je suis là du roman. En fait, je trouve qu'il se passe pas grand-chose, ça tourne véritablement en rond, donc très rapidement, Fer a été emmené donc, dans le royaume de Tamlin, là, mais après, on la suit juste... Voilà, en train de se plaindre. En plus, elle a fait une promesse à sa maman qu'elle ne peut pas tenir, et patati et patata. Et elle passe ses journées dans le château. Et oh mon Dieu, qu'elle déteste les immortels et qu'elle déteste Tamlin. Mais il a des beaux yeux, une belle mâchoire, et il est fort et musclé. Et puis ses griffes pourraient me déchirer les entrailles en moins de deux. Mais je les déteste parce que c'est juste un immortel. Et moi, je n'aime pas les immortels. Et patati. Et puis elle mange. Et puis elle sort. Et puis elle va chasser avec Lucien, et puis elle pose des questions parce qu'elle n'a qu'une seule obsession, c'est de retourner dans sa famille, parce qu'elle a fait une promesse à sa maman. Je vous ai parlé de la promesse qu'elle a fait à sa maman, parce qu'elle a fait une promesse à sa maman de prendre soin de sa famille, et donc du coup ça la fait chier d'être là. Ça tourne en rond. Véritablement, là où j'en suis, ça tourne en rond. Ça commence un petit peu à me lasser, d'autant plus que Fer n'est pas un personnage hyper intéressant à suivre, je trouve. Et là, je n'attends qu'une seule chose, c'est que le récit prend un nouveau tournant. J'espère qu'il va se passer quelque chose. J'espère qu'on va en apprendre un petit peu plus sur les mystères qu'il y a autour des malédictions, des choses, du danger en fait qui plane sur ce monde, parce que voilà, on sent qu'il y a quelque chose de pas très net derrière tout ça, mais j'aimerais bien savoir quoi, parce que là pour l'instant, à part suivre Fer qui tourne en boucle dans ses pensées, dans ses idées, enfin voilà, il se passe rien. Et Fer, c'est pas quelqu'un d'agréable à suivre, c'est vraiment, elle a un sale caractère, elle est... non, elle est vraiment pas chouette à suivre, quoi, c'est pas une nana qui est chouette à suivre, t'es censé... Enfin... Les premiers chapitres nous la présentent un petit peu comme une nana badass parce que c'est la seule à savoir chasser, elle chasse, elle parvient à chasser assez facilement, à ramener de la nourriture assez facilement à ses parents. En plus, assez badass pour tuer un loup, en plus pour tuer un loup qui est immortel. Voilà, elle enlève la peau des animaux, elle le vend, enfin bref, on te la présente un petit peu comme une nana un petit peu badass. Et là, depuis qu'elle est arrivée en fait au château de Tamlin, je la trouve pas, enfin je sais pas, je la trouve hyper gamine, je la trouve hyper capricieuse, elle est hyper lunatique aussi, elle change un petit peu d'idée, elle déteste le gars mais en même temps elle l'aime bien, enfin bref, elle est un peu chelou à suivre et donc du coup j'espère que l'histoire va prendre un autre tournant parce que là je commence un petit peu à m'ennuyer, à me lasser. Et elle me saoule, voilà. Et donc comme cette saga, on me l'a vendue comme quelque chose d'exceptionnel, enfin d'une saga hyper prenante, hyper haletante, avec de la romance qui est
assez présente, mais quand même de l'aventure derrière, ben là j'attends que les deux commencent en fait. La romance, alors on se doute que ça va être Tamlin et Fer qui vont faire Mumus, quoi, parce que du coup je suppose que l'amour va résoudre tout. Mais voilà, j'espère avancer dans cette relation amoureuse assez rapidement, ou en tout cas de poser les bases assez rapidement. Je suppose que ça va être un ennemi to lover ou quelque chose comme ça, mais j'espère que ça va arriver. Et surtout, j'espère que la partie aventure, bagarre, voilà, les méchants qui arrivent, enfin, j'espère que, voilà, que ce monde de fantasy avec des pouvoirs magiques, les bestioles, il y a des bestioles aussi assez cheloues qui ont l'air de peupler le monde de Akotar, j'espère que ça va arriver, quoi. Et donc là, j'espère que l'intrigue va prendre un nouvel élan, un nouveau tournant, parce que je commence un petit peu à m'ennuyer. Donc voilà un petit peu pour mon avis à 152 pages, hein, c'est ça, oui, 152 pages sur 522 de donc Un palais d'épines et de roses de Sarah G. Maas. Voilà, écoutez, je pense que c'est là-dessus que je vais clôturer le rush du jour, et je vous dis donc à plus tard. Hello, on se retrouve, nous sommes le lundi 29 juin et je vous reprends pour clôturer cette semaine de vlog. Alors au programme, nous aurons un update lecture ainsi qu'un point culture, parce que ça fait quand même un bail que je ne vous ai plus fait de point culture. Je sais que vous en raffolez et vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir écrit sur Instagram et même en commentaire YouTube en me demandant quand est-ce que revient les points culture, parce que c'est toujours hyper intéressant et ça nous manque. Et donc, écoutez, je vous ai prévu quelque chose. J'ai peut-être déjà évoqué la chose l'année dernière, hein, mais c'est pas grave, je me dis qu'au pire, c'est pas si grave que ça si je me répète, étant donné que y a un an qui est passé depuis ce dernier point culture, et que potentiellement vous avez peut-être oublié cette information. Et pour les personnes qui viennent de nous rejoindre et qui n'ont pas regardé l'entièreté de mes vlogs, eh bien ça leur fera un petit point de culture tout nouveau et tout neuf. Donc voilà, écoutez, sinon, commençons par l'update lecture. Je suis toujours de Un palais d'épines et de roses. J'ai avancé, mais pas non plus des masses, parce que ce week-end, j'étais à un enterrement de vie de jeune fille à Lille. Donc du coup, je n'ai pas beaucoup lu lors de ce week-end. En revanche, pour aller à cet enterrement de vie de jeune fille, j'ai quand même pu me caser quelques petites centaines de pages, parce que j'y suis allée en train. Donc du coup j'ai fait Luxembourg-Paris, Paris-Lille, ça me faisait à chaque fois environ 3h30, 4h de trajet, et entre deux siestes je me suis quand même casé un petit peu de lecture. Je suis à la page 300 tout pile, voilà, chapitre 26 sur 522 il me semble. J'avais fait une story tout à l'heure sur Instagram et ouais c'est ça, sur 522, donc j'ai dépassé la moitié du bouquin. Je ne comprends pas la vibe autour de ce livre. Je suis à la page 300. Il se passe rien. Il ne se passe rien. Les personnages, donc les immortels, les grands faets, tout ça, sont d'un mystérieux. Ils font vraiment tout un pataquès de ce qui se passe dans leur monde. Et en fait, à tel point que c'est mystérieux, Fer, déjà, elle est stupide celle-là. Hein, donc Fer, le personnage principal, elle est conne. Vraiment, elle est débile. Elle est vraiment conne. Déjà, elle ne pige rien à sa vie déjà de base. Elle est juste dans ce château à osciller entre je déteste les immortels, mais en même temps je trouve Tamlin extrêmement beau et j'ai envie de me le taper et peindre. Voilà, parce qu'elle passe son temps à peindre et tu suis donc Fer passer son temps à peindre. Voilà. C'est tout. Et puis ensuite, donc, tu sens qu'il y a quelque chose de mystérieux. Tu le vois au comportement des gens. Mais en fait, ils en font tellement tout un pataquès que ça en devient juste long et lassant. Parce qu'en 300 pages, il ne se passe rien. Et franchement, déjà le personnage principal, il n'est pas agréable à suivre. Et en plus, l'histoire qui se passe,
Alors, non, ça ne va pas. Je suis désolée, mais c'est extrêmement problématique. Il y a une histoire d'amour. Hein, donc, vous vous en doutez. Fer, hein, elle va bis, voilà, avec Tamlin. Il va se passer quelque chose entre eux. Et en fait, là où j'en suis, donc Tamlin, pardon, il est déjà pseudo-red dingue de Fer, alors que je ne sais pas ce qu'elle a fait pour le rendre red dingue, parce qu'elle est vraiment, elle est insipide, elle est capricieuse, elle est détestable, elle est vraiment, enfin, c'est vraiment un caractère, tu ne peux pas t'accrocher. En plus, elle est décrite comme un personnage pas forcément joli, enfin, sa sœur est beaucoup plus jolie qu'elle, donc du coup, il n'y a même pas cette beauté extérieure qui pourrait, voilà, séduire. La beauté intérieure, n'en parlons même pas, vu qu'elle est creuse, elle est vide, c'est vraiment un personnage chiant à suivre. Tamlin, tu comprends que il est red dingue d'elle, et elle, en fait, je sais pas à quel moment, alors, soit j'étais pas attentive, mais ça m'étonnerait parce que j'ai quand même été revoir en arrière, et je n'ai pas compris comment elle est passée de « je déteste les immortels, je veux fuir, je n'aime pas Tamlin, j'aimerais bien le poignarder dans le dos, j'aimerais bien, enfin voilà, patati patata, et j'aimerais bien partir de ce palais », à elle développe des sentiments pour Tamlin et elle n'attend qu'une seule chose, c'est qu'il la culbute dans un coin du château, n'importe où, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Voilà. Et en fait, je n'ai pas compris comment on est passé de « ah là là, ce monsieur m'a enlevé, je le déteste, patati patata » à « je suis red dingue de lui et j'ai envie de coucher avec lui ». Vraiment, je n'ai pas compris. Alors oui, Tamlin est décrit comme un personnage beau, mais j'ai envie de dire, la beauté physique ne fait pas tout. Voilà. Et d'autant plus que je trouve que ça va... Enfin, il y a des trucs qui vont pas dans ce roman. Vraiment, en fait, la famille de Fer, donc on apprend que c'est la sœur la plus jeune d'une sororité de trois sœurs. Elle se fait bolos par ses sœurs aînées. Son père est à moitié dépressif, à moitié vraiment dans les nuages comme ça. Ils n'en ont rien à carrer de se sortir de la pauvreté. C'est Fer qui fait tout, c'est Fer qui va à la chasse, qui ramène à manger, etc. C'est à peine si elle a un merci. Sa sœur, surtout la plus âgée, elle arrête pas de la critiquer. Enfin bref, c'est vraiment une famille chaotique. Et elle n'attend qu'une seule chose, c'est de retourner dans cette famille pour... comment on dit. En fait, elle a fait une promesse à sa maman de prendre soin de sa famille, en gros, parce que sa maman est décédée. Sauf que déjà, t'apprends qu'elle a fait cette promesse à 8 ans, alors qu'elle a 2 sœurs aînées. Donc là, déjà, je comprends pas. Pourquoi c'est elle qui a fait cette promesse de prendre soin de sa famille, alors qu'elle avait que 8 ans et elle avait des sœurs beaucoup plus âgées qui, potentiellement, auraient pu partir à la chasse et s'occuper de ramener à manger. Déjà, ça... Bon, bref. Et puis ensuite, enfin voilà, elle est attachée à sa famille alors que sa famille n'en a rien à foutre d'elle. Et en plus, Tamlin n'arrête pas de dire qu'il a fait en sorte que sa famille s'en sorte en réalité. Donc il a dit, voilà, j'ai mis votre famille à l'abri, elle ne mourra plus de faim, enfin, etc. et tout. J'ai fait en sorte pour que votre famille soit bien installée, bien ceci, bien cela. Et elle reste quand même obsédée sur l'idée d'aller sauver sa famille. Elle a également des idées en boucle qui tournent et qui tournent et qui tournent. J'ai l'impression que c'est hyper répétitif. Déjà dans le style. Alors, je ne sais pas si c'est le style anglais ou la traduction, mais je trouve pas ça fifou. Il y a des mots qui se répètent toutes les 3 lignes. Et encore, je suis gentille. Toutes les 2 lignes, tu as des mots qui se répètent. Parfois, dans les dialogues, ou même dans les pensées de Fer, il y a des mots qui se répètent et donc tu as envie de dire « oui, mais c'est bon, je suis pas conne, j'ai compris en fait où tu voulais en venir ». Donc déjà, il y a ça. Je trouve que le style... Enfin, combien de fois Fer, elle se répète en boucle la promesse à sa mère, la promesse à sa mère, la promesse à sa mère, je dois m'occuper de ma famille, je dois m'occuper de ma famille, les immortels peuvent pas mentir, les immortels peuvent pas mentir. Enfin, je sais pas, elle tourne comme ça en boucle sur des idées fixes. Du coup, c'est hyper agaçant à suivre parce que Enfin, c'est chiant quoi, c'est bon, on a compris. Les immortels... Alors c'est... Elle pensait ça, mais c'est pas la réalité, mais elle pensait que les immortels ne pouvaient pas mentir. C'est bon, on a capté. Qu'elle doit prendre soin de sa famille. C'est bon, on a capté. Enfin bref, chiant, sa famille qui la bolosse. Et en plus... Non mais... Alors, elle tombe amoureuse de... Enfin, tu comprends qu'elle commence à avoir des sentiments envers Tamlin, ou en tout cas, elle a très envie de se faire culbuter par ce monsieur. Mais je ne sais pas comment ces sentiments sont apparus. Enfin, il n'y a pas eu de construction au niveau de la relation amoureuse, en fait. Je ne comprends pas. Et alors, elle est quand même amoureuse d'un type qui est quand même ultra problématique. Et l'autrice présente Tamlin
comme quand même un gentleman pardon, auprès de fer, tout ça, mais je trouve que ce personnage, il est hyper insipide, il a pas de piquant, il a pas de personnalité, et alors, attends, il y a eu une scène où en gros c'est une fête dans le monde des faées, où pendant un certain moment, Tamlin ne va plus être lui-même, parce qu'en gros on va lui donner tellement de magie en lui, etc., que il ne va plus être lui-même, et qu'il aura qu'une seule idée en tête, c'est d'aller faire l'amour avec quelqu'un, de préférence une vierge bien évidemment, et de manière pas vraiment très romantique, hein, de manière voilà, très très violente, très très bestiale, etc. Alors, cette fère, on n'arrête pas de lui donner des consignes depuis le début du livre. Vous pensez qu'elle les suit, ces consignes? Bien sûr que non. Et donc, lors de cette fameuse fête où Tamlin se transforme en bête sauvage qui ne veut qu'une seule chose, avoir une saillie avec une vierge de manière très violente, on lui dit 1000 fois « Reste dans ta chambre, ne bouge pas, ce sera dangereux pour toi. » À votre avis, que fait faire? Oui, bravo, sac cadeau, vous avez trouvé, monsieur, dame, fan de Dora l'exploratrice. Bien évidemment, elle sort, et bien évidemment, elle se met en danger, et comme à chaque fois, il faut que quelqu'un vienne à son secours, et en fait, on la présente comme une fille badass, mais c'est juste une tête brûlée, une personne débile, où tu ne comprends pas du tout la logique de ce qui lui passe par la tête. Elle se met en danger, et à chaque fois, elle est sauvée, protégée, ou elle est... sauvée ou protégée par, ou aidée tout simplement, hein, pour arriver à faire des choses par un mec, voilà. Et donc après, t'as Tamlin, donc après ce fameux truc de magie, machin bidule chouette, il a eu sa saillie, parce qu'on peut pas appeler ça, enfin, tu peux... Moi, j'appellerais ça de la violence sexuelle, hein, mais non, elle nous présente cela comme toutes les vierges qui n'attendent qu'une seule chose, c'est se faire choisir par le grand failli complètement en rut pour avoir ce coït. Voilà. Et en plus, après ça, donc, monsieur n'a pas, apparemment, pas été rassasié. Bien évidemment, Fer sort encore une fois de sa chambre pour aller grignoter, voilà, dans la cuisine. Bien évidemment, Tamlin la trouve, et alors, il lui dit des choses... C'est même pas salace à ce stade. C'est dégueulasse. Et j'avais l'impression que quand on me présentait ce livre, qu'on me présentait quand même un livre assez féministe avec un personnage fort. Bon, ça, on a très bien compris que le personnage féminin ne l'était pas. Mais en fait, vu comment les mecs se comportent avec Fer et vu comment Tamlin se comporte, et déjà rien que cette fameuse fête où il se comporte comme une grosse bête en rut et puis qui vient voir Fer et qui lui dit des choses mais complètement... obscène, je ne comprends pas. Pour moi, on me dit ça que c'est de la romantaisie, voilà, c'est ça. Bon, on n'est pas au niveau de la dark romance, mais ça s'approche quand même de la dark romance, parce que je ne conçois pas que ce soit une histoire d'amour saine quand on se comporte comme ça, voilà. Et déjà, ben, je vous ai dit, je n'ai pas compris comment Fer en est arrivé à développer des sentiments pour Tamlin. Je n'ai pas compris non plus comment Tamlin a eu des sentiments pour Fer, parce que, voilà, je ne comprends pas. Et en plus, il y a ce genre de truc. Voilà, que je... Enfin... Ouais, bref. Et voilà. Franchement, je ne comprends pas du tout la hype. Si vous avez lu ACOTAR, si vous avez lu ce livre, franchement, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aimez. Est-ce que... Parce que j'en ai parlé avec pas mal de personnes sur Instagram. Et au boulot également, parce que j'ai une collègue qui a lu ACOTAR et qui n'accepte aucune critique par rapport à cette saga parce qu'elle l'adore, c'est sa saga fétiche, la plus belle, la meilleure, la plus géniale, la plus... Enfin bref, elle la fout vraiment sur un piédestal. Tout le monde me dit d'attendre le tome 2. Voilà, c'est un petit peu unanime. Tout le monde dit que le tome 1, c'est vraiment placer les personnages, placer l'univers, et qu'à partir du tome 2, c'est véritablement là où la romance et l'action débutent et ça devient véritablement trop bien. Je sais pas, franchement, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous pensez ça. Est-ce que, déjà, pourquoi est-ce que vous aimez cette saga? Et si vous aussi, vous trouvez que ça vaut la peine de continuer et surtout de lire le tome 2? Parce que là, franchement, ce tome 1 à 300 pages de lu... Non, franchement, je trouve ça chiant, c'est répétitif. On tourne en rond, je ne comprends pas les enjeux, je trouve que l'univers a du potentiel, pour le coup, je trouve que l'univers a vraiment beaucoup de potentiel, mais il n'est pas assez expliqué, justement, introduction à l'univers, mais j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu plus, en fait, de l'univers. Mais on reste tellement mystérieux autour de tout, que j'ai du mal à comprendre, en fait, les tenants et aboutissants de cette façon de vivre chez les immortels,
Et puis c'est... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette malédiction? Qu'est-ce qui se passe? On apprend qu'il y a elle, qui est une grande méchante, mais c'est tout, il n'y a rien de... Je sais pas, je trouve que ça manque d'épaisseur, ça manque d'explication. Et surtout, putain, mais Fer, qu'est-ce qu'elle est chiante! Insupportable à suivre, vraiment insupportable. Et Tamlin, insipide. Le seul personnage pour l'instant qui a grâce à mes yeux, c'est Lucien. Donc c'est aussi un grand faé. C'est le meilleur ami de Tamlin. Et lui, je le trouve pour le coup hyper intéressant parce qu'il a toujours des remarques assez sarcastiques. Il aime bien titiller Fer. Et comme je l'aime pas, bah voilà, j'aime bien qu'il la titille. D'autant plus qu'il la considère comme une humaine stupide. Et je trouve qu'il a, je sais pas, il a un bon caractère. Il est bien travaillé, je trouve, ce personnage. Et c'est le seul en fait pour l'instant qui a de l'intérêt à mes yeux, qui est vraiment en relief, mais à part ça, vraiment, je ne comprends pas, mais vraiment pas la hype par rapport à ce livre. Alors, je ne vais pas l'abandonner, je ne vais pas partir sur un abandon, j'ai envie de savoir, j'ai envie de connaître la fin, j'ai envie de voir est-ce que ça s'améliore dans la seconde partie, je l'espère, parce que là, pour l'instant, je me fais royalement chier dans ce palais. Vraiment, l'autre qui arrête pas de peindre, je n'en peux plus, je veux de l'action et j'aimerais bien aussi que le personnage prenne un petit peu plus de relief à l'image de Lucien et surtout que cette histoire d'amour arrête d'être problématique, qu'elle évolue de manière saine et de manière intéressante et qu'il se passe enfin quelque chose. Voilà, parce qu'il ne se passe rien et c'est vraiment chiant. Voilà. Voilà donc pour mon avis intermédiaire sur un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Pas oufissime, pas oufissime. Et du coup, écoutez, passons maintenant au point culture, histoire de terminer ce vlog sur une note un petit peu plus positive. Je vous ai annoncé dans les rushs précédents que le mardi 23 juin, donc mardi dernier, c'était férié au Luxembourg parce que c'est le jour de la fête nationale et donc nous fêtions, nous fêtions le pays et c'était donc férié pour moi. Mais j'avais envie de parler avec vous de pourquoi est-ce que c'est le 23 juin qui est férié. Et en vous faisant la petite introduction de ce point culture, j'ai un petit peu faussé la donne parce qu'en réalité, le 23 juin, c'est la fête nationale du Luxembourg, mais en fait, c'est le jour pendant lequel on célèbre l'anniversaire du Grand-Duc. En effet, ici au Luxembourg, on n'a pas de date qui est véritablement importante, comme par exemple le 14 juillet en France ou le 21 juillet en Belgique. On n'a pas de date pour célébrer l'indépendance du Luxembourg et donc du coup pour fêter la fête nationale, on a décidé d'à chaque fois choisir la date de l'anniversaire du Grand-Duc qui a le règne en cours. Et donc ainsi, pendant plusieurs années, la date de la fête nationale a bougé. C'était une fois en octobre, une fois en avril, etc. Et lorsque la grande-duchesse Charlotte est montée sur le trône en 1919, elle est née le 23 janvier. Sauf que 23 janvier, ça tombe en plein hiver et vous vous doutez bien que même si ça peut avoir un côté assez sympatoche de fêter la fête nationale en hiver, les conditions météorologiques ne sont pas nécessairement au beau fixe. Il fait froid, il fait noir très très tôt et donc c'est pas trop sympatoche pour faire la fête et célébrer le pays. Et donc en 1961, donc la grande-duchesse Charlotte a régné de 1919 à 1964, donc à peu près à la fin de son règne, en 1961, on a décidé de changer la date, de la déplacer 6 mois plus tard, 6 mois après l'anniversaire de la grande-duchesse Charlotte, donc le 23 juin, afin de pouvoir fêter le Luxembourg et l'anniversaire du souverain dans des conditions beaucoup plus agréables en été où on va pouvoir faire des fêtes en plein air, où on va pouvoir avoir des longues journées et où normalement la météo est au beau fixe. Une fois que la grande-duchesse Charlotte a abdiqué en 1964 au profit de son fils Jean, Jean est né le 5 janvier et pour les mêmes raisons, il n'avait pas forcément envie de changer la fête nationale le jour de son anniversaire étant donné que c'était au mois de janvier également et surtout il s'est dit à quoi bon changer la fête nationale tout court de date, autant la laisser le 23 juin et cette décision, son fils, donc une fois que Jean a abdiqué en faveur de son fils Henri,
Lui, il était né en avril, il aurait pu à la rigueur changer également la date nationale, mais il a choisi de la laisser également au 23 juin. Et notre nouveau souverain Guillaume, donc qui a accédé au trône le 1er octobre 2025 et dont l'anniversaire est le 11 novembre, a également décidé de laisser la date de la fête nationale au 23 juin. Et ainsi, depuis 1961, au Luxembourg, la fête nationale est célébrée le 23 juin et lors de cette date, nous célébrons du coup l'anniversaire fictif de notre souverain, de notre grand-duc. Voilà un petit peu pour le point culture, voilà pourquoi c'est le 23 juin qui est férié au Luxembourg. Il me semble que je vous en avais déjà parlé l'année dernière, mais je trouve que c'est quand même assez sympa de répéter ici le pourquoi du comment, d'autant plus que je trouve ça hyper original en réalité, que lors de cette date nous célébrons l'anniversaire du grand-duc alors que c'est pas vraiment son anniversaire et voilà. Et voilà, c'est donc sur ce mini point culture que je clôture cette semaine de vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également de me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez lu les différents livres que je vous ai présentés cette semaine et quel est votre avis à leur sujet. Et surtout si vous avez lu celui-là, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà. Dites-moi également si je vous ai donné envie de découvrir les livres que je vous ai présentés cette semaine. Bon, c'est un avis quand même un petit peu, voilà, aux opposés. Un livre que j'ai bien aimé, un livre que je ne trouve pas ouf. Mais voilà, dites-moi donc tout ça dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait et pour soutenir la chaîne, je vous invite bien évidemment à vous abonner. Ça fait toujours plaisir de voir ma chaîne grandir de semaine en semaine. On va bientôt passer le cap des 600 abonnés, donc ça me fait beaucoup trop plaisir. C'est gratuit pour vous de vous abonner, voilà, ça ne vous coûte rien. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir de voir ma communauté grandir, donc voilà. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Et sinon, écoutez, en attendant de vous retrouver dans le prochain vlog, moi comme toujours, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, peu importe. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures, livresques, toujours. Allez, ciao!